Brestoise, on avait annoncé ce match comme difficile, finalement, c'était plutôt correct. Bienvenue pour ce 72e épisode de Brest On Air, où je suis comme d'habitude rejoint par Yann et Franche. Yann en Estonie. Comment vas-tu, mon cher Yann? Comment il fait froid? Il fait froid, il neige, mais il neige des buts aussi à l'Oblé, donc ça va, c'est pas mal. C'est vrai. D'ailleurs, peut-être un petit lien entre le Brest-Lens sous la neige qu'il y avait eu une année. Est-ce que c'est ça que tu... C'est blague en deux. Un beau souvenir, parce que j'étais ramasseur de balles sur le premier match. Voilà. Un beau souvenir. Lens, c'est des beaux souvenirs en général. Tout à fait. Et Franche, ça va. Ça roule. Ça gaze, comme on dit. Ça va après la 3e victoire consécutive. Et oui, il n'y en avait pas eu pendant X mois. Ouais. Et nous voilà avec 3 victoires consécutives et des belles en plus. Monaco, Lorient, Lens, c'est de l'adversaire, pas soit de qualité, soit un peu derby. Mais c'est vrai que Brest a presque retrouvé les couleurs au moment où on s'attendait le moins. Ce qui est quand même assez agréable et surprenant. L'équipe a attendu que Yann et moi on fasse un podcast pour dire qu'ils avaient une bonne tronche de relayés pour décider de changer tous les plans et nous faire passer pour des glandus. Donc écoute, ce n'est que mieux. Hein. On était de toute façon avec Yann très impatient de voir la suite des matchs en se disant que si on battait pas Reims ou alors si on battait pas Monaco à domicile, ce serait très compliqué. Finalement, on se retrouve 13e. Et on débattra de la question tout à l'heure, je pense, Quentin et Yann, mais je vous l'ai posé l'autre jour déjà, dimanche, je crois que c'est dimanche ou hier, je sais plus. Est-ce que le Stade Brestois est maintenant à sa place dans ce classement? Et je pense que oui. J'ai eu des petits soucis de connexion, j'ai pas entendu. Quentin, t'as dit qu'on a battu Monaco, Lens et qui? Et le FC Lorient, du côté du Morbihan. Merci. Sur un score de 2-1 après avoir été mené 1-0. Ah oui. Puis un carton rouge de Jérôme Ergo mérité. Mais passons à Lens. On a déjà, même si on peut revenir sur le match de Lorient, quelqu'un a quelque chose à rajouter sur le match de Lorient? Et c'est d'ailleurs ce que moi, sur l'un des premiers podcasts de la saison, j'avais vraiment envie de voir cette équipe gagner un match pour remettre un peu les têtes dans le bon sens, pour savoir un peu ce que cette équipe valait, parce que clairement, alors on n'est peut-être pas au niveau de mettre tous les week-ends un 4-0 à Lens. Mais c'est vrai qu'on n'est pas non plus au niveau de perdre à domicile contre Metz et perdre ou faire match nul contre des équipes du bas de tableau. Donc voilà, il y a peut-être un juste milieu à trouver. Et voilà, la 13e place, comme tu l'as dit, Franche, on en discutera tout à l'heure, et peut-être celle du Stade Brestois. Mais Lens 4-0. 4-0, Lens, ça dégage. Qui a envie de commencer pour discuter de ce Brest-Lens? C'est vrai que c'est surprenant. C'est surprenant, on ne s'attendait pas à une victoire aussi large. Déjà, on ne s'attendait peut-être pas à une victoire, on pouvait s'attendre au moins à une opposition. Mais de là à gagner, c'était quand même assez difficile face à l'une des meilleures équipes du championnat, il faut le rappeler. Et surtout une des équipes les plus impressionnantes aussi, je dirais, dans le jeu et dans la manière dont elle dirige ses matchs. Mais là, on a vu, alors évidemment, l'ouverture du score offre beaucoup de possibilités et évidemment, c'est beaucoup plus facile ensuite, mais Brest a parfaitement manœuvré le Racing Club de Lens dimanche. C'est d'autant plus incroyable que c'est après 15 minutes de jeu, 2-0. Donc, effectivement, il y a le côté un peu sorti de nulle part, mais finalement, ce qu'on doit retenir, je pense, parce que comme tu as dit, Lens c'est une équipe la plus impressionnante, c'est un nouveau clean sheet, avec certes un peu de réussite, mais on a vu un Lens cette saison qui a remonté pas mal de scores, qui a marqué des buts à peu près à tout le monde, mais pas à Brest. Donc il y a un alignement des planètes et des bons signaux. Contrairement à Brest qui marque des buts à tout le monde. Oui. Et ça c'est prouvé, c'est les maths qui le disent. Tout comme le Bayern, tout comme Liverpool, Milan AC, Inter Milan et bien sûr le Stade Brestois, les 5 grands d'Europe, comme on les appelle. Moi, ce match, il m'a fait penser un petit peu au match de... Alors, l'opposition était pourtant normalement plus importante et plus intéressante ce dimanche à Leblé. Mais ça m'a fait un peu penser au match contre Strasbourg, où on gagne 5-0 et on fait un très bon match, parce qu'évidemment, quand tu gagnes 5-0, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais on avait l'impression que sur chaque action de but, on allait marquer, surtout en première période. Il me semble qu'on doit avoir 3 occasions, on met 3 buts.
En deuxième, après le carton rouge, je pense qu'on peut en marquer peut-être un ou deux de plus sur des opportunités un peu mal gérées, à la fois par Cardona et par Del Castillo, mais bon, le score était fait de toute façon. Et voilà, c'était une idée selon laquelle il y a eu 100% de réussite sur ce match, tant offensivement que défensivement, alors que c'était vraiment ce qui nous manquait depuis le début de la saison, parce qu'avant, en gros, c'était une occasion pour l'adversaire, voire même une demi-occasion et ça faisait but, et nous, il en fallait 3 ou 4 pour en mettre une au fond. Là, ça a été totalement l'inverse, on a 2 poteaux lensois. Les buts de Brest, le but de Chardonnay, il est un petit peu heureux quand même. Le but de même, l'ouverture du score de Mounier, c'est un centre dévié. Bon, voilà. Après, il faut être là pour la mettre. Mais bon, tout a roulé pour le Stade Brestois ce dimanche et on va pas bouder notre plaisir, mais il faut aussi le reconnaître. Et puis il faut aussi reconnaître que Jean-Louis Lec a roulé pour le Stade Brestois aussi. C'était quand même pas. Tant mieux. Et je croyais qu'ils avaient un excellent second gardien, qui est gardien du Venezuela, si je dis pas de bêtises. Vulker Fariñez. Et j'ai lu plusieurs Lensois dire que ils attendaient impatiemment qu'il soit titulaire parce que c'était un très bon gardien. Mais c'est vrai que Jean-Louis Lec m'a pas prononciation corse m'a pas vraiment emballé. Après Jean-Louis Lec, il a sûrement salué Greg Lorenz. Voilà, ils se connaissent. Il y a peut-être Ludolos aussi. Moi, de mon côté, j'avais l'impression de revoir l'un des matchs à huis clos la saison dernière, en début de saison. Il y avait eu une sorte de triptyque Saint-Etienne, Lille, Monaco, où vraiment l'efficacité était totale. On sentait aussi qu'il y avait une symbiose entre les 4 offensifs, et j'ai retrouvé ça un peu contre Lens, et malheureusement, on a vu ensuite que ça ne durait pas. Donc voilà, la victoire contre Lens est belle, mais clairement, ça n'arrivera pas tous les week-ends. Donc il va falloir quand même un peu plus de consistance dans le jeu, notamment défensivement, je dirais, parce qu'on était quand même à la limite sur quelques actions, même si on en reparlera. Je pense que le retour de Christophe Herrel fait quand même beaucoup de bien, surtout par rapport Je rappelle qu'il y en a qui le disaient fini pour le foot il n'y a pas si longtemps que ça sur ce même podcast. Ah bon? Oui, c'était moi. Ah d'accord. Il se jette la pierre, il aime ça. Chacun ses trucs. Mais c'est vrai que surtout par rapport aux joueurs qu'il remplace, on voit quand même une différence assez notoire. Et évidemment, il fait le sauvetage à 1-0 qui change le match, je pense, assez nettement. Ouais. S'il y a un partout là, je pense que le momentum change complètement. Donc voilà, c'est en plus d'avoir été bon, il a été surtout décisif dans cette rencontre, et franchement c'est vraiment une très très bonne nouvelle, et on attend bien sûr avec impatience qu'il soit à 100% et qu'il puisse jouer l'intégralité des rencontres. D'ailleurs il est pas de bêtises, il est sorti à 20 minutes de la fin quand quelque chose comme ça, ouais. C'est intelligent, je trouve, de la part de Der Zakarian de le faire reprendre un peu en douceur, parce qu'à 4-0, même si tu fais rentrer Lilian Brassier, il n'y a absolument aucun risque, et puis ça permet aussi à Brassier de se sentir encore concerné dans le... Je vois Quentin faire la moue. Ça permet aussi à Brassier de se sentir concerné, et je pense que ça peut être également positif pour Lilian Brassier d'avoir de la concurrence, parce que dans la concurrence, tu essayes toujours de progresser. Là, il était un peu installé... il savait de toute façon derrière lui il y avait personne, Herel étant au placard, à l'infirmerie depuis si longtemps. Là il risquait pas de perdre sa place, là il a perdu sa place tout de suite, et je suis d'accord avec toi Quentin, entièrement d'accord sur le fait qu'Herel apporte beaucoup à cette équipe, tant dans la sérénité, alors c'est pas forcément non plus Maldini, mais pour Brest je pense que c'était très bien. Je dirais qu'il est, on va dire qu'il est bon partout. Il est très très bon, on va dire nulle part, Christophe Herel, mais c'est vrai que même dans la relance, il est beaucoup plus calme que Brassier. C'est moins des parpaings qui envoient directement sur Steve Mouillet. J'ai en tête devant la RDK, c'était en première période, après 10-15 minutes, où il regarde, il prend l'information, il fait une petite passe en cloche sur le côté gauche pour lancer un contre sur Franco Nora, je pense. Donc voilà, c'était vraiment, directement, j'ai dit à mon compère, Antoine Le Goff, si tu nous écoutes, on te salue. C'est pas Brassier qui aurait fait ça, quoi. Donc voilà, il y a quand même, je pense, en tout cas actuellement, un monde entre les deux. Et c'est quand même une très très bonne nouvelle, tant pour lui, parce que c'est vrai qu'il n'avait pas joué depuis 1 an, donc on pouvait se poser la question, est-ce qu'il allait revenir à un niveau correct, tant pour le Stade Brestois, qui récupère un très bon défenseur payé 4 millions d'euros. Donc c'est aussi un investissement qui revient, et presque une nouvelle recrue dans l'effectif de Michel Zakarian. Donc là-dessus, beaucoup de signaux sont au vert, en plus des 3 victoires consécutives qui permettent à Brest
de reprendre un peu de ses aises sur d'autres équipes et de surtout recoller à un peloton de tête et un peloton plutôt du milieu de tableau avec des Lorient, des Reims qui sont maintenant au même niveau que Brest. Ça permet aussi l'arrivée de RL en défense avec associé à Chardonnay d'avoir une charnière centrale solide et d'installer définitivement finalement Jean-Kévin Duverne à gauche, parce que si jamais RL, on l'a vu, venait à sortir, c'est Brassier qui le remplace. Et une fois encore, j'ai trouvé Jean-Kévin Duverne plutôt intéressant à gauche dans sa relation avec Franco Nora, notamment dans les ballons qu'il a pu donner. En plus, exceptionnellement, moi, j'étais en tribune Arkea pour ce match, donc j'avais vraiment JKD, Jean Kéké Dudu en plein en visu pendant toute la première mi-temps. Et c'est pour ça que tu payes. C'est pour ça que tu payes. C'est pour ce genre de performance individuelle que tu viens au stade. En l'occurrence, ouais. Et non, il a été plutôt calme. Tu parlais du calme d'Erel par rapport à celui de Brassier. Je pense qu'il apporte un calme général à toute l'équipe et même à Chardonnay qui lui aussi a fait preuve de beaucoup d'à-propos, que ce soit offensivement avec son but, même défensivement. Il y a plusieurs fois où il a fait des interceptions de très bonne qualité. Et donc voilà, je voulais saluer la performance de Jean-Kévin Duverne qu'on a longuement critiqué en défense centrale. Je pense à juste titre, mais il faut aussi saluer lorsqu'il fait des choses bien, voire très bien. Et je trouve que c'est le cas depuis plusieurs matchs. À gauche. Et c'est vraiment assez surprenant quand même. C'était difficile de s'y attendre, même si Yann militait depuis plusieurs mois. On avait testé à droite, on avait testé dans l'axe, on n'avait pas testé à gauche. Et finalement, la trouvaille de Michel Derzakarian. Tu demandais d'ailleurs si le Qatar 2022 c'était trop loin pour Jean-Kévin Duverne. Peut-être pas. À cette allure, il y a une place à gauche. Tu évoques Michel Derzakarian. Quel est le crédit que vous lui accordez justement dans ce renouveau? Je ne sais pas si le terme est utilisable ici, parce que ça fait que 3 matchs. Enfin, ça fait que 3 matchs, 3 victoires consécutives, c'est déjà très bien. Mais dans le renversement de la tendance des résultats brestois, quel est le crédit que vous accordez à Derzakarian suite à ces bons résultats? Est-ce qu'il est pour beaucoup, ou est-ce que c'est l'équipe selon vous qui s'est prise en main? Moi je pense que Derzakarian a quand même vraiment mis sa patte sur cette équipe depuis plusieurs semaines. Je pense qu'au bénéfice des trêves internationales, il a pu aussi travailler beaucoup avec son groupe, lui apporter plus de sérénité, et comme il a récupéré une équipe un peu en déliquescence et en perte totale de confiance, il est en train de réussir peut-être son pari. Peut-être, ce n'est que le début, on n'a que 15 points, c'est encore très tôt pour le dire, et peut-être que dans 3-4 semaines, on ne dira pas du tout ça. Mais en tout cas, j'ai l'impression que pour l'instant, le mariage Derzakarian-Brest, ça a l'air de prendre un petit peu. Au-delà, puisqu'on parle effectivement que de 3 victoires, mais il faut quand même rappeler, ça fait 5 matchs qu'on n'a pas perdu. Je ne sais pas si on a déjà fait une série comme ça en Ligue 1. 5 matchs consécutifs sans défaite. Actuellement, il y a Rennes et Paris qui sont inarrêtables, qui le font aussi, mais c'est tout. Donc, je ne vais pas mettre entièrement le crédit chez Michel Derzakarian, mais réussir à faire ça après un début de saison aussi catastrophique, réussir à garder des gens concernés, mais en même temps pas trop euphoriques, ouais, c'est costaud, hein. Et puis surtout, on voit qu'avec le calendrier qu'on a, cette série, elle peut s'étendre peut-être à 6-7 matchs minimum. Et c'était pas gagné. Et c'était pas gagné. Des vidéos, notamment de, on va dire, conférences de presse, entre guillemets, après les matchs amicaux, où on sentait un Michel Derzakarian totalement au bout de sa vie. Donc c'est vrai qu'on part de loin, même lui, hein, je pense que il avait sa claque aussi de tous les week-ends. Ne pas réussir à presque faire sortir un peu cette équipe de son côté psychologique, qui était quand même les joueurs étaient tous au fond du trou. Et effectivement, je pense que déjà il a la recette, il a le logiciel pour ne pas descendre, hein, puisqu'il ne l'a jamais fait. Donc c'est qu'il doit savoir comment faire. Il a j'imagine quelques trucs. Et surtout, des discours, je pense qu'il a dû ressasser, parce qu'il a quand même été assez violent en conférence de presse après quelques matchs, notamment savoir. Ouais, il y a eu celle-là, il y a eu savoir si c'était presque des débiles qu'il avait en face de lui, parce qu'il n'arrêtait pas de ressasser les mêmes choses et qu'il ne comprenait pas ce qu'il demandait. Peut-être qu'enfin ils ont compris. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on ne gagne pas actuellement les matchs qu'on gagne footballistiquement, on va dire. On joue pas très très bien au football, mais par contre, dans l'attitude, dans les duels, là on est là. On est là, on récupère les ballons et on peut se projeter un peu plus loin, on marque des buts à chaque match.
Donc c'est que ça marche, quelque chose fonctionne en tout cas. Donc ouais, c'est Michel Zakarian en tout cas, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, je pense qu'il va falloir un peu évoluer parce que voilà, ça pourra pas durer non plus éternellement cette réussite comme l'année dernière. Donc il va falloir aussi évoluer et je finirai juste par citer le 4-4-2 que c'est lui qui l'a trouvé. Donc voilà, c'est aussi lui qui a trouvé la recette tactique pour l'instant. Et Jérémy Ledoiron en pointe, c'est également lui. Donc pour l'instant, Jérémy Ledoiron en pointe. On parlait du Qatar pour Jean-Kévin Duverne. Le Ballon d'Or, cette année, c'est peut-être un peu juste. Mais par contre, l'année prochaine, il y a peut-être un coup à jouer pour JLD. Justement, j'allais évoquer le 4-4-2 aussi. Ce qu'on voit depuis le début de saison chez Michel Zakarian, c'est qu'il n'y a pas de dogmatisme. Il n'y a pas de peur de changer, pas du tout, mais de changer des joueurs, de mettre des joueurs qui à un poste où on ne les attend pas, de changer de système. C'est quelque chose qui a pu nous manquer la saison passée. Et l'autre point là, je suis sûr que ça fait plaisir à Franche sur début de saison, c'est qu'on est performant contre des gros. Lens, avant ce match, ils sont deuxième. Monaco, avant qu'on les joue, ils sont quand même sur une série assez impressionnante. On tape des gros cette saison. Pour l'instant, c'est à le blé. Peut-être que ça viendra à l'extérieur. Même Lyon. Même Lyon. Ouais. Lyon et Lille à l'extérieur, c'est pas trop mal. C'est ça. Et crédit aussi aux joueurs de pas avoir lâché, crédit aux supporters de pas avoir lâché les joueurs également et d'avoir fait aussi le nécessaire pour retourner la balance. Finalement, ça vient presque d'un coup franc dévié de Romain Fèvre à Lille. Mais il fallait peut-être ce petit brin de réussite pour un peu libérer tout le monde. Et au-delà de ce coup franc dévié, c'était quand même une très très bonne performance à Lille. Et voilà, ça, je pense aussi montrer aux joueurs qu'ils étaient toujours capables de rivaliser avec des bonnes équipes de Ligue 1, voire des très bonnes équipes. Et j'imagine que voilà, dans les têtes, en tout cas, ça aide pas mal. Je te rejoins quand tu as dit tout à l'heure qu'on gagne pas le match. Enfin, alors peut-être que c'est un petit peu dur ou un peu brut de dire qu'on gagne pas le match footballistiquement, mais je trouve que c'est quand même plutôt vrai, même si on a certains beaux mouvements en transition offensive très rapide. C'est un peu toujours la même chose. C'est lorsqu'on attaque, on est assez bas. Et on attaque. Excuse-moi, j'ai l'impression qu'on attaque vraiment à 4 et qu'on défend à 11. Mais on attaque pour moi à 4, quoi. Il y a très peu de, c'est pas Agoumé, c'est pas Belkebla qui vont venir aider. Il y a un peu les latéraux. Pierre Gabriel qui fait une bonne saison pour l'instant pour moi. Jean-Kévin de l'autre côté qui enchaîne quand même les allers-retours. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, on laisse un peu les 4 se débrouiller tout seuls de leur côté. Et ensuite, défensivement, on gère et on empêche les transitions adverses. Du coup, les prestations individuelles, on a parlé de Christophe Ferrel notamment, mais c'est vrai que personne n'a été mauvais. On peut le dire. De toute façon, quand on gagne 4-0, c'est difficile de voir des mauvaises prestations individuelles. J'imagine qu'il y a quand même 2-3 noms qui ressortent en bien de cette rencontre contre Lens. Alors, c'est pas celui qui a évidemment fait le plus de différence sur ce match. Est-ce que tu veux parler d'un Algérien qui ne lâche rien? Et voilà, il a incroyable. Allez, on peut arrêter là, c'est terminé. Absolument. Non, mais c'est vrai, et t'as raison. Là, c'est pas le renouveau d'Aris Belkebla, mais si en fait, il a été tellement en deçà de son niveau sur les mois précédents. Là, depuis quelques matchs, je trouve vraiment le retour du vrai Aris Belkebla qui ne lâche rien, comme le chant le dit si bien, mais vraiment hargneux, récupérer les ballons, donner assez rapidement, ouvrir le jeu. Alors, c'est pas Zidane, évidemment, on va pas lui demander de faire des transversales de 70 mètres, de faire des passes décisives, de se projeter balle au pied, mais je l'ai trouvé en association avec un Agoumé plutôt correct, mais sans plus non plus. Je trouvais que Harris tenait vraiment très bien le milieu de terrain et il avait fait face à quand même un milieu de terrain où il y avait Seko Fofana qui n'est pas n'importe qui en Ligue 1. J'ai beaucoup aimé Aris Belkebla et si je dois donner peut-être un autre nom, j'ai parlé donc de Franck Honora que je trouve très 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 bon offensivement. Mettre une petite pièce, enfin pas une pièce mais un petit salut à Jérémy Ledoiron quand même parce qu'on lui aussi on l'a critiqué et à ce poste-là en 4-4-2 avec Steve Mounier, même s'il n'a pas été excellent malgré son but qui par contre lui est très beau. Je trouve que voilà, il s'insère bien, c'est un homme de collectif et quand on joue le maintien d'avoir des mecs de collectif comme ça, c'est très bien parce que je pense qu'il rechigne pas lui s'il sort à la 60e minute ou la 65e, il fera pas la gueule s'il est remplaçant et qu'il rentre et donc c'est vraiment très bien d'avoir ce type de joueur là. Je pense qu'il apporte plus qu'un Philippe Otto par exemple l'année dernière, pas le même poste, mais qui avait un peu ce profil offensif qui lui quand il est rentré ne servait à rien quoi. But est pas décisif également sur le premier but.
Et c'est marrant que tu cites ces noms-là parce que du coup, on vous a demandé une nouvelle fois de voter, de faire vos notes. Les notes seront publiées avant la sortie de ce podcast, mais les 2 joueurs qui ont la meilleure note, bon, le premier c'est Romain Fèvre, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais on va peut-être le refaire. Et le deuxième c'est Jérémy Le Doiron, qui c'est quand même une performance incroyable quand on sait que, et on va pas se cacher, Jérémy Le Doiron a été un peu tête de turc, si on veut, de beaucoup de supporters. On sait que parfois ses notes étaient sous-évaluées. Là, on a peut-être le tournant où les gens comprennent que finalement, et moi le premier, hein, finalement, il peut être utile. Et donc, il obtient la note quand même de 8,02. Après, je veux dire, il y a les aspects où les joueurs, on les critique dans la mesure où on juge les matchs selon notre opinion. Mais je pense que quand on les a critiqués, que ce soit Duverne, que ce soit Belkebla un temps, que ce soit Le Doiron, il y avait aussi des choses à dire de critiquables, dans le sens où ils n'étaient pas non plus aussi performants qu'aujourd'hui. Et c'est à nous de reconnaître aussi qu'ils peuvent progresser, là c'est le cas, et de le saluer lorsqu'on le voit. Mais je pense que Le Doiron, au début, en tout cas, dans l'année dernière, je me souviens, lorsqu'il jouait sur le côté, il essayait de faire des trucs qu'il ne sait pas faire, ou en tout cas, en Ligue 1, ça ne passait pas. Et je pense qu'il a réussi, et c'est tout à son honneur, de simplifier son jeu, de rendre quelque chose de beaucoup plus direct. Et c'est beaucoup plus fluide maintenant à ce poste-là aussi. Il a été replacé. Je sais pas s'il avait joué à ce poste devant en 4-4-2 avec Dalloglio, j'ai pas souvenir. Mais voilà. En tout cas, belle progression du joueur. En tout cas, c'était son poste à la base quand il vient de Saint-Brieuc. Et bon, là, c'est pure spéculation, mais je pense que se faire gueuler dessus comme un putois par Michel Daracarian dès que tu tentes un geste un peu trop compliqué, ça rentre dans la tête à force. Ça peut être une explication de pourquoi il a simplifié son jeu. Après, ce sera jamais même un très bon joueur de Ligue 1, je pense. Mais c'est vrai que je pense que le terme de joueur utile prend tout son sens. Qui sait, alors il fait toujours un peu de gris-gris, mais on va dire qui comme j'aime le dire, qui commence à savoir ce qu'il sait faire. Et il le fait plutôt bien avec un peu de réussite sur le but. Je crois qu'elle est déviée. Mais c'est vrai que la frappe pied gauche, déjà il prend le dessus sur Kevin Danso, qui est pas non plus notamment physiquement une mouche, une fourmi. Mais gros abattage, et j'imagine que ça aide aussi les autres à trouver des espaces. Donc c'est vraiment bien. D'ailleurs, c'est en fin de match où il fait un très très bel appel qui libère, je crois, une position de frappe pour soit Fèvre, soit Honora. C'était vraiment bien senti. Et là, pareil, ça fait l'appel qui offre des espaces aux autres. Donc effectivement, mention très bien pour Jérémy Le Doiron sur ce match. Et depuis qu'il a été replacé en attaquant sur ce 4-4-2. Et aussi, petit point, évidemment, c'est banal de le dire, mais lorsque les joueurs sont très très bons, on a parfois tendance à banaliser justement leur performance. Mais le jour où Romain Fèvre ne sera plus au Stade Brestois, parce que même s'il part pas cet hiver, j'ai du mal à l'imaginer à Brest encore dans 5 ans, je pense qu'on verra vraiment la différence et on regrettera très rapidement ce joueur, parce que c'est quand même, il fait des trucs assez incroyables sur le terrain. Et bon, là... j'ai autant son côté j'ai envie de partir, je me sers du club un petit peu comme tremplin, ça m'agace, autant lorsqu'il est sur le terrain et lorsqu'il est décidé à jouer comme il est depuis quelques semaines, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Et j'ai pas souvenir en tout cas d'avoir vu un joueur si fin techniquement, si bon, si à l'aise avec le ballon. Dommage qu'il soit pas encore plus décisif, même si ça commence à venir. Son but est superbe, franchement, il est magnifique, ce but, tout en finesse, tout en calme. Bref, voilà. Donc, lorsqu'il sera plus à Brest, on le regrettera, c'est certain. Et pas moins de 15 millions, monsieur Lorenz. Il y a eu Gaëtan Charbonnier, mais il manquait un peu ce côté casseur de ligne avec le ballon, quoi. On va dire que Gaëtan Charbonnier faisait lever le stade par une passe, alors que Romain Fèvre peut le faire par la passe et par le dribble, quoi. On va dire qu'il est plus complet et plus Ligue 1 type de joueur, voire plus, clairement dans les saisons suivantes. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, je pense qu'on n'a pas vu, en tout cas de notre vivant, nous. Certains diront peut-être quelqu'un comme Dragovabec, mais c'est vrai que de notre vivant, nous, Romain Fèvre est clairement numéro 1 des meilleurs, des joueurs les plus talentueux, on va dire, qu'on a vu à Brest. Faut dire qu'on est passé quand même, il remplace des mecs qui étaient à ce poste-là, genre Kamel Chavny en Ligue 2, bon, ça pique les yeux, quoi, je veux dire. Et ce qui est agréable avec Fèvre, souvent ce genre de joueur dribbleur très fin techniquement, c'est pas généralement des joueurs qui vont très vite avec le ballon. En revanche, lui va très vite. Lorsqu'il se projette, il a une pointe de vitesse avec le ballon qui est vraiment très intéressante et qui, je pense, lorsqu'il sera parti de Brest, il progressera encore forcément parce qu'il sera avec des meilleurs joueurs.
et on pourra voir son potentiel s'affirmer encore davantage. Et je pense il pourrait nous surprendre. Mais vraiment, c'est ce qui m'a bluffé en étant justement plus en tribune, enfin pas en tribune Quimper exceptionnellement cette fois-ci. On voit peut-être un petit peu mieux la vitesse du joueur de manière latérale. Et voilà, vraiment, j'étais surpris de sa pointe de vitesse. Et c'est quelque chose une caractéristique que j'ignorais chez lui. Il va presque plus vite avec le ballon que sans le ballon. Là où par exemple la Franco Nora clairement va moins vite avec le ballon que Franco Nora qui n'a d'ailleurs toujours pas dribblé un joueur en 1 contre 1. Pas contre Lens que c'est arrivé non plus. J'avais juste un point à ajouter sur ce qui est fou, c'est que quand on parle de ces axes de progression, ce qui revient presque tout le temps, c'est il peut et il doit être plus décisif parce que il se procure beaucoup d'occasions, il est en très bonne situation, etc. Mais même son bilan statistique, il est incroyable pour un joueur de Brest. On est à 5 buts, 5 passes décisives en 13 matchs pour lui. Après, il y a du penalty et de la passe décisive sur le coup de pied arrêté. Oui, certes. Mais du coup, je trouve que malgré ce bilan-là, la seule chose qu'on arrive à lui reprocher, c'est de ne pas être aussi décisif qu'il le pourrait. Ça en dit long quand même sur tout ce qu'il fait sur un terrain. Je pense qu'il deviendra, il passera ce cap, mais peut-être lorsqu'il sera plus à Brest non plus. Quand il sera avec des joueurs qui le mettront dans encore meilleures conditions, parce que là, il a des opportunités, mais dans un club, je sais pas, j'imagine, je prends l'exemple du Milan, parce que c'est le club dont on parle pour lui, où il aura peut-être il aura peut-être moins de temps de jeu au début, mais il sera certainement plus proche du but adverse plus rapidement, peut-être il aura plus de lucidité, et comme il va s'entraîner avec vraiment des joueurs de classe mondiale pour certains, peut-être progressera-t-il. Mais en tout cas, ouais, je suis plutôt très satisfait. Pour moi, c'est l'homme du début de saison avec Honora dans les offensifs. Parce que défensivement, on a quand même un Brennan Chardonnay qui est. Alors moi, franchement, défensivement, moi je le mets top 5 de Ligue 1. Il a dit. Ah oui, c'est dit. Défensivement, après, il a toujours quelques lacunes dans la relance, même si je pense que match après match, ça commence à venir. En tout cas, il est beaucoup plus calme, et ce qui est normal, le jeu ralentit, on va dire, quand on fait quelques matchs. Mais défensivement, franchement, je dis, il est monstrueux. Je pense que tu le mets dans n'importe quelle défense de Ligue 1. Alors, ça va peut-être être complètement idiot ce que je dis, et on va dire il s'enflamme complètement. Mais par exemple, prenons l'exemple de Kipembe, qui est un bon défenseur, beaucoup plus jeune, mais dans la relance, il n'y a rien d'exceptionnel. Je ne vois pas chez Presnel Kipembe beaucoup plus de qualité que chez Brennan Chardonnay en tout cas. Alors évidemment, il est plus jeune, il est peut-être plus rapide et physiquement plus costaud. Mais sinon, tu prends les clubs de Ligue 1, tu regardes le classement, tu prends les équipes individuellement, il a sa place quasiment partout en fait. Peut-être qu'à Lille avec Diallo, Fonte, c'est compliqué. À Lyon, il y a Boateng et encore t'as un Denayer qui est pas en super forme cette saison. Monaco, ils se font ouvrir dans tous les sens. Marseille, ça a l'air plutôt solide. Sinon derrière, je sais pas, genre Strasbourg, il a sa place à Strasbourg tous les jours. Il a sa place à Nantes quand tu vois qu'ils ont Palois, Castelletto. Il a sa place là-bas tous les jours. Non, je suis d'accord avec toi, Quentin, c'est vraiment. Et il me bluffe par sa progression, en fait. On l'a vu, nous, depuis très longtemps à Brest, quand il était en Ligue 2, prêté, envoyé à Épinal. Il avait jamais la troisième défenseur. C'est ça. Mais peut-être que s'il était le troisième défenseur, c'est qu'il y avait aussi certainement une petite raison. Et on a vu qu'il a beaucoup progressé avec Furlan, je trouve. Passage Furlan d'Aloglio dans sa manière d'être, déjà à l'entraînement. Et depuis, il récolte vraiment ce qu'il mérite, je pense. Vraiment, c'est un travailleur et je pense qu'il mérite ce qui lui arrive. Et j'espère qu'un jour, même si c'est peut-être un joueur de club, j'espère qu'un jour il pourra découvrir autre chose que Brest, même si il doit avoir 27 ans maintenant, je pense. Pour un défenseur, ça reste assez jeune. Peut-être un club un petit peu plus huppé, pourquoi pas en Ligue 1, voire à l'étranger. Après, il a ce côté un peu défenseur italien. Ah, donc c'est le Milan va venir, va prendre un ticket Fèvre Chardonnay. C'est ça, pour 50 millions. 50 millions, je vends les deux. Pareil. Même si on les aime. On en aime surtout. Mais on aime beaucoup l'argent. Parfait. D'autres, non, il y a eu du bon partout. Il y a du bon partout. Passe décisive de Marco Pisotte. Exactement, qui a pas eu grand chose à faire, mais ce qu'il a fait, il a fait plutôt bien. Pareil pour Pierre Gabriel, qui a été solide encore une fois. Peut-être juste, avant qu'on termine, peut-être que c'est un petit peu stéréotypé comme offensive. Et justement, tu évoques Romain Fèvre. Si jamais il venait à partir, parce que c'est quand même lui le créateur du jeu et celui qui fait la différence. Avec Franck Honora, je trouve qu'on insiste peut-être pas assez sur Honora Kimura. Et je trouve vraiment
excellent cette année. Va toujours vers l'avant, il obtient très très souvent quelque chose de positif. Vraiment, par exemple, de l'autre côté, on imagine un Cardona qui lui est beaucoup plus en difficulté, qui a perdu sa place de titulaire. Honora, j'aime beaucoup. Et Fèvre, s'il venait à partir, j'y crois pas trop là cet hiver, mais ce serait un véritable coup dur, parce qu'on l'a suffisamment critiqué, notamment lorsqu'il évoque ses envies de départ, etc. Mais il faut pas oublier que si on arrive à remporter des victoires actuellement, c'est aussi en grande partie grâce à lui. Et donc juste pour revenir, voilà, c'est une question de stéréotype un petit peu dans nos offensives, où on attaque uniquement par transition, mais aussi notons qu'on est quand même très efficace sur coup de pied arrêté, et pour une équipe offensif en tout cas, pour une équipe qui joue le maintien, c'est quelque chose d'intéressant, parce qu'on a vu avec Mounier, Chardonnay, même Erel, qu'on peut se montrer dangereux sur les corners notamment. Et c'est Romain Fèvre qui tire les corners également. Alors ça, bien sûr, on a les joueurs qui font court, mais on l'avait évoqué dans la revue de Michel Dezacarian, c'est quelque chose qui est constant dans sa carrière, que ce soit Clermont, à Nantes, à Montpellier, ces équipes ont marqué sur coup de pied arrêté peut-être une quinzaine de buts par saison. D'ailleurs, toi qui as regardé Montpellier Hérault, Fanche. Oui, j'ai pas fini encore, mais j'ai regardé 4 ou 5 épisodes. Ouais, est-ce que quelle impression te fait Michel Dezacarian? Alors, pour rappel, juste, donc Montpellier Hérault, c'est une série qui a été tournée l'année dernière, pendant la saison Covid, donc c'est l'année dernière, si je dis pas de bêtises, par les équipes de Canal+, dans le club de Montpellier, un petit peu à l'image de ce qu'on a vu pour, par exemple, je dirais Les Yeux dans les Bleus, un petit peu. Plus où on est vraiment avec Sunderland. Je pensais à Sunderland, mais Sunderland, t'as moins la vie avec le groupe et plus de la vie des supporters et des club. gens. Voilà, là il y a ça, on est souvent avec Laurent Nicolin, avec Michel Mézy, mais on est aussi beaucoup dans les entraînements. Donc c'est un mélange de Sunderland, Les Yeux dans les Bleus par exemple. Et comment est-ce qu'il est ? Alors, il est assez sec, honnêtement. Il a l'air, ça je pense que personne ne sera surpris de l'entendre, assez taiseux. Il n'a pas peur de dire ce qu'il pense aux joueurs. On a vu également dans le reportage certaines conférences de presse où il a après le même côté jovial qu'à Brest, donc c'est-à-dire il dit pas grand-chose, et même quand ça va bien. Après, bon, évidemment, la série n'est pas uniquement portée sur Michel Dezacarian, il y a beaucoup aussi sur Andy Delors, beaucoup sur le derby face à Nîmes notamment. Mais voilà, je dirais quelqu'un de taiseux, travailleur, très 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 dur, très sec. Et bon, après, j'ai peur qu'il ne se remette pas trop en question lorsque ça va mal, parce qu'on a vu des épisodes où il y avait sa prolongation de contrat qui n'était pas faite, son avenir était incertain, et il était assez critiqué, et puis il a finalement rien changé. Bon, après voilà, j'ai pas regardé les derniers épisodes, il me reste la fin de la saison de la série à regarder, je vais le faire. Mais voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui a de la poigne. Je pense que plus de poigne et plus de caractère que Olivier Dalloglio, que nous avons, en tout cas personnellement, plutôt critiqué sur la fin. C'est quelqu'un de très différent de Furlan et Dalloglio qu'on a eu par le passé. Mais je vous recommande de regarder par vous-même. C'est assez intéressant sur ses méthodes de travail avec son staff, même s'il n'est pas venu avec tout le staff. C'est plutôt instructif. Je veux pas te spoiler, mais à la fin, il bat Nantes et il signe à Brest. Ah, mais j'avais pas vu la fin. Touche pour Montpellier. Je croyais que tu allais dire qu'à la fin il meurt, mais. Ah non. Non. Suffisamment de décès au Stade Brestois. Quand on regarde le mur à l'entrée de la tribune Arkea, il y a des portraits partout. Ça commence à faire flipper. D'ailleurs, 4 oui, maintenant, je crois. 4 ou 5. La banderole merci Fanche, bon, voilà, ça faisait bizarre. D'ailleurs, les 2 dernières victoires à domicile ont été gagnées avec un petit extra. Il y avait eu les 20 ans des Celtic Ultra contre Monaco. Là, il y a eu le décès de François Yvinec, donc il y a eu ce petit truc en plus peut-être, avec un superbe maillot d'ailleurs, pour ce match, qui fait que peut-être il y a eu un petit dépassement de soi aussi, qui peut peut-être expliquer en partie, en tout cas, les victoires. Et juste, je me permets de rajouter une chose sur Derzakarian, parce qu'il a eu une sortie en conférence de presse qui m'a plutôt à la fois surpris et plu, lorsqu'il dit que justement ils ont joué à 12 parce que l'âme de François Yvinec était avec eux. Michel Derzakarian, c'est quelqu'un qui a joué au foot dans les années 80-90, donc qui était dans cette période-là. Il n'était pas à Brest, donc il connaît pas le club, et ça, par cette je trouve qu'il s'implique dans le projet et il s'implique dans le club, chose que je n'ai jamais trouvée chez Dalloglio, où j'avais l'impression que c'était le Stade Brestois
et Olivier Dalloglio qui était l'entraîneur du Stade Brestois, mais pas vraiment du club, etc. Là, Der Zakarian me semble plus intégré dans le projet global. Peut-être que je me trompe. Je ne sais pas ce qu'il en est de son rapport aux jeunes et avec les relations avec Bruno Grougy, par exemple. D'ailleurs, il faudrait qu'on lui demande. Mais voilà, l'idée, en tout cas, selon laquelle il serait plus intégré et plus impliqué dans le projet du club. C'est mon avis. Moi, j'avais une réflexion qui n'a vraiment rien à voir, etc. C'est justement sur le maillot dont on parlait et le logo du Brest Armorique. Ah, incroyable. Est-ce que tu es de l'équipe Alban? C'est un peu ça la question, tout à fait. Est-ce qu'on le reprend pour la fin de saison? Est-ce qu'on change de logo? Est-ce qu'on garde le même? Etc., etc. J'ai lu sur Twitter qu'il y avait des types qui avaient déposé la marque Brest Armorique et que du coup c'était compliqué de l'utiliser. Alors je ne sais pas. Apparemment c'était des Guingampais. Ah, en plus. Donc, moi personnellement je trouve que le logo a beaucoup plus de classe et surtout le nom en fait. Brest Armorique. Le nom, pas le nom. Plus. Bien sûr le nom. Brestois 29, je trouve personnellement, si jamais j'avais mon mot à dire, mais je n'ai pas évidemment, je changerais le nom tout de suite. Après, c'est un club qui a disparu, je ne sais pas si légalement, je n'ai pas du tout les compétences pour le dire, si c'est faisable ou pas. Mais le nom, en tout cas, moi, me plaît beaucoup, comme le stade de l'Armoricaine, quelque part. Bien sûr, mais j'allais le dire, on va à l'Armoricaine, mais putain, ça envoie ça. C'est rien contre le stade de l'Armoricaine, mais c'est extraordinaire, moi, je trouve. Oui, tout à fait. Si je reviens vite fait aux sportifs, mais quand on voit ceux qui sont maintenant derrière nous, Lorient, Reims, Bordeaux, bon à la limite Bordeaux je pense va remonter, 3, Clermont, Saint-Etienne devrait remonter aussi, et Metz, ça fait quand même Lorient, Reims, 3, Clermont et Metz, 5 équipes qui potentiellement sont déjà pas meilleures que nous, et je pense que voilà, j'imagine que Clermont va pouvoir se casser la gueule, et sur 4 défaites consécutives, ça encaisse pas mal de buts, mais ça a l'air très compliqué, j'ai regardé le match contre Bordeaux, bon, ils reviennent au score mais c'est un miracle, et 3 a l'air d'être un peu dans le dur aussi, donc il y a une question de dynamique, et je pense de niveau, et on va se battre avec ces équipes. Attention à Reims aussi. Attention à Reims qui n'avance pas. Et de mon côté, je suis pas d'accord sur Bordeaux qui va remonter, parce que Bordeaux, il y a vraiment le climat qui est dégueulasse. Je crois que c'est Daniel Riolo qui a expliqué sur RMC que leurs histoires avec la DNCG c'était loin d'être réglé, donc qu'ils pourraient probablement pas se renforcer cet hiver. On voit qu'ils ont énormément d'absents, qu'il n'y a pas une ambiance franchement débordante autour du club. Et en plus, ils n'ont pas de chance, ils jouent l'ogre brestois la semaine prochaine. Ah, ça c'est dur. Ça c'est très très dur. C'est très très dur. Et j'ai une petite question d'ordre idéologique. Alors le terme est un petit peu trop fort certainement, mais est-ce que on est d'accord pour dire qu'on est passé du tout au tout finalement dans le jeu entre Dalloglio et Der Zakarian, même si on prend le début de l'ère Furlan et Der Zakarian. Comment est-ce que vous situez votre plaisir, vous, en allant au stade maintenant? Parce que même si j'aime pas forcément Dalloglio comme coach, ce qu'il dégage, etc., il faut pas non plus cracher dans la soupe et reconnaître qu'on a vu des super matchs avec lui, notamment la première partie de saison, c'était très bien. Avec Furlan, c'est régalé en Ligue 2. Der Zakarian, c'est différent. Comment est-ce que vous vous situez, vous, par rapport à ces 3 coachs? 2 plutôt joueurs offensifs, portés vers l'attaque, un autre qui est beaucoup plus pragmatique, je dirais, et qui refuse finalement le jeu et le ballon pour le laisser à l'adversaire. Je pense que de mon côté, la première chose, et c'est quelque chose qu'on n'avait pas chez Dalloglio, c'est que maintenant, quand je lance un match du Stade Brestois, je sais ce que je vais voir. J'ai pas de surprise. Enfin, si, j'étais surpris qu'on gagne 4-0, mais dans le comportement, dans l'attitude et dans ce qu'a montré Brest, il n'y a pas de surprise. Il y a un côté un peu satisfaisant parce qu'on joue le maintien. Par contre, à l'inverse, je comprends que les supporters de Montpellier, qui eux jouaient l'Europe, en avaient peut-être un peu marre de voir un standard qui n'était. Voilà, je trouve que finalement, Michel Zakarian, c'est le maintien, c'est très bien pour le maintien. Je sais pas si c'est mieux pour, mais en tout cas aujourd'hui, c'est ce qu'il faut. Moi, je dirais que, alors, il a une façon de jouer qu'aiment beaucoup les Brestois, où les joueurs sont censés, en tout cas, gagner les duels, se mettre minables pour l'équipe et tout donner. C'est un peu pour ça, au-delà de sa performance statistique, on va dire que Jérémy Le Doiron a eu une standing ovation en sortant contre Lens. Je pense que sa mentalité colle à celle des supporters de Brest, qui aiment voir les joueurs mouiller le maillot avant tout, et ensuite on sait qu'on est Brest, donc c'est un peu du bonus. Mais Der Zakarian a aussi l'avantage d'avoir quand même des individualités qu'on a, je pense, jamais vues à Brest, et on parle évidemment de Romain Fèvre, de Franco Nora à moindre mesure, qui aident, on va dire, le jeu à se fluidifier.
Et tu l'as dit tout à l'heure, je pense que quand Romain Fèvre partira, là, ce sera beaucoup plus difficile de voir du beau jeu parce que on n'aura plus l'opportunité de donner la balle à Romain Fèvre qui lui trouvera quelque chose, la passe d'après, le dribble d'après, avant même d'avoir reçu le ballon. Donc pour l'instant, en tout cas, ça va. Ça va. Il y a ce côté effectivement mouiller le maillot qui me plaît, hein, même si ça manque un peu parfois de pressing, on va dire qu'il y a des choses comme ça, un peu plus de folie défensivement, mais aussi il faut passer par là pour se maintenir d'une part et assurer un équilibre défensif de l'autre. Alors il faut passer par là et si on a l'opportunité de rester une saison en Ligue 1, voilà, on le fera en tout cas cette année par ces moyens-là. Mais ensuite, il faudra peut-être un peu d'évolution et un peu de valeur ajoutée pour les saisons suivantes pour qu'on voit vraiment une évolution et que je pense le club puisse progresser. Très bien. Et toi ? Moi, dans le sens où l'année dernière, je disais que je voulais plus de pragmatisme de la part de Dalloglio. C'est pas pour maintenant réclamer du Dalloglio de la part de Michel Desarcarian. Donc ouais, je suis satisfait. Je trouve qu'il apporte quelque chose. Je suis d'accord avec toi. Il colle à l'esprit Tizef finalement et il arrive à bâtir avec cet effectif quelque chose de solide. Et je pense que au-delà de la victoire contre Monaco, c'est la victoire à Lorient. Je pense qu'elle a certainement généré et créé quelque chose dans ce collectif-là. La prise de conscience déjà de qualité individuelle et collective et aussi d'une âme un petit peu plus brestoise. Ouais, non, je suis satisfait pour l'instant. Si on remarque bien, de toute façon, on a fait 11 journées sans gagner un match et jamais personne n'a demandé la démission de Derzakarian. On avait justement peur qu'il claque la porte et qu'il parte. Donc c'est qu'on ne remettait pas en cause son travail. Voilà, il s'installe à Brest tout doucement. Je le trouve assez impliqué dans le projet du club pour le moment, en tout cas vu de l'extérieur. Non, voilà, pour l'instant c'est satisfaisant. On est Brest, on a 15 points, on est 13e. Pour moi, on est à notre place complètement. Exactement. Et pourvu que ça dure, puisque on a, comme Yann l'a dit, on a Bordeaux, Saint-Etienne, Montpellier qui arrive bientôt également, avant la fin de l'année. Donc ça pourrait, en espérant que ça dure quelques semaines encore, cette belle passe et cette remontée fabuleuse du Stade brestois. Enfin, ne fait pas du Brest Armorique, malheureusement. Surtout, allez, on replace dans le contexte du maintien. On est avec Saint-Etienne la seule équipe du bas de tableau qui prend des points en ce moment. Ça coule à pic, soit à Clermont, à Reims, à Lorient, Bordeaux, Metz. Il y a quelques confrontations directes qui approchent. Dans 2 semaines, on peut avoir mis peut-être 6 points, 7, 8 points sur la zone de relégation. C'est hyper intéressant. Ou alors on peut y retourner. On verra bien. Mais je n'y crois pas. Dans quelques semaines, c'est sûr que actuellement les feux sont au vert et ça fait un moment qu'on n'avait pas vécu ça. Ça fait presque 1 an et surtout encore plus longtemps qu'on n'avait plus vécu ça au stade. Et ça fait toujours plaisir, que ce soit avec masque ou sans masque. On va se quitter et on va vous souhaiter une bonne semaine en saluant également toujours le travail des ultras pour mettre un peu de couleur et d'animation dans les tribunes et notamment pour rendre hommage à François Ivinec décédé il y a une dizaine de jours, 2 semaines. Donc voilà, bravo à eux comme toutes les semaines, hein. C'est assez régulier ces temps-ci. Bonne semaine à vous, mes chers Fanch et Yann. Bonne semaine à vous, auditeurs. On se retrouve très rapidement pour débriefer de nouvelles victoires du Stade brestois. Salut à tous. Salut. Et dans la blanche baleinière, Chamboué, notre brigadier, son bol est caplé un peu sur le côté. Me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.